c'est Salimata Wade. J'ai servi à l'UCAD pendant 37 ans. Je suis professeur titulaire à la retraite de physiologie et nutrition humaine. J'ai été directrice et mise en place un laboratoire et une formation en nutrition et alimentation humaine en master et doctorat. Et l'une de mes anciennes étudiantes en master et doctorat est actuellement enseignante-chercheur à l'université Alioune Diop de Bombay. Je voudrais remercier les autorités de l'université de m'avoir associé à cette problématique, qui est une problématique pour nous depuis très longtemps. Nous l'avons d'abord attaquée sous l'angle des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé il y a une vingtaine d'années qu'il fallait mettre en place cette formation en nutrition et alimentation humaine et à la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop pour associer un tout petit peu tout le monde, à la fois les médecins, les chercheurs et les enseignants. Ma présentation porte sur une agriculture, vous voyez le grand A, sensible avec grand S à la nutrition grand N. Peut-elle avoir un impact sur l'atteinte des ODD en matière de santé? Je crois que je laisserai au public et à tout le monde me donner la réponse après. Je vais faire une brève présentation pour ouvrir un tout petit peu les discussions. C'est comme si c'était un exemple de ce qu'on nous demande d'une façon plus générale, plus globale au niveau gouvernemental. Et je vais poser d'abord la question. La malnutrition au Sénégal, par carence ou par excès, c'est un problème de santé publique multicausal, interdépendant. Les causes directes, qui sont des apports nutritionnels insuffisants en quantité et ou en qualité, donc on parle ici de malnutrition par excès ou par carence, plus une morbidité fréquente, qui sont les diarrhées, les infections respiratoires, la rougeole et le paludisme, le VIH, etc. Donc ça, ce sont les causes directes. Les causes indirectes touchent, vous le voyez, l'ODD 2 et 3, c'est-à-dire la pauvreté, la faim, et l'ODD 3, le système de santé. Ces causes sous-jacentes sont une insécurité alimentaire. On parle d'accessibilité et de faible quantité du système de santé. On parle d'hygiène, d'assainissement inadéquat, de problèmes d'éducation en nutrition santé. Les causes fondamentales, ce sont les causes qui dépendent du pays. C'est l'orientation du pays en termes politiques, en termes économiques, en termes environnementaux, en termes géographiques et sécuritaires, etc. Quelqu'un m'a parlé quelle c'est la contribution du PSE dans l'atteinte des ODD. Donc c'est un problème beaucoup plus général. Mais je vais me recentrer sur les causes sous-jacentes. Alors, parmi ces causes sous-jacentes, on parle de faim. J'ai entendu dire qu'on avait résolu le problème de la faim dans les OMD. Mais il y a une faim qui s'appelle la faim invisible. Et cette faim invisible, nous l'avons mesurée au Sénégal sur le plan national en 2011-2012 avec la CLM, le COSFAM, etc. Et les conséquences de cette cause invisible sont les carences en micronutriments au Sénégal. Je vous en présente ici les résultats que nous avions obtenus sur les femmes et les enfants, c'est-à-dire les groupes vulnérables. Quand vous avez les femmes en âge de procréer, 15 à 49 ans, et les enfants entre 1 et 5 ans, vous voyez de par vous-même les prévalences qui ont été mesurées, et ce sont des prévalences exactes, puisqu'on les a ajustées par rapport à des problèmes inflammatoires chroniques ou aigus qu'on a mesurés. Vous voyez que la carence en fer, la carence en zinc et la carence en vitamine A touchent aussi bien les femmes que les enfants. Et vous avez des proportions énormes en ce qui concerne la carence en fer chez les enfants et la carence en zinc qui a été mesurée biologiquement. Tout ça, ce sont des mesures biologiques. Donc, on a posé le problème. Il y a un problème à résoudre, qui est cette faim invisible. Bien sûr, on l'a attaqué avec l'enrichissement des aliments en micronutriments, etc., etc., d'autres démarches, mais jusqu'à présent, l'impact n'a pas encore été mesuré. Et comme on n'a rien fait pour le zinc, je suppose que même en 2017-2018, ces prévalences de carence en zinc demeurent encore. Alors, donc, l'agriculture sensible à la nutrition.
est-il un moyen de prévention des causes sous-jacentes? Peut-être. La réponse sera à la fin. Qu'est-ce que cette agriculture sensible à la nutrition? Ce n'est pas une agriculture seulement. À droite, vous avez les femmes de Kaffrine qui récoltent de l'arachide. Ok, ça fait partie de la production agricole. Mais l'agriculture avec un grand A, c'est une production à la fois végétale, animale. Vous avez la pisciculture, vous avez l'élevage, etc., etc. Vous avez la pêche, etc., etc. Donc, c'est agriculture avec un grand A au service de la nutrition. C'est pourquoi le sensible avait un grand S. Et cette fois-ci, la nutrition, ce n'est pas seulement l'état nutritionnel que l'on mesure, parce que ça, c'est la finalité. C'est à la fois l'alimentation diversifiée, la santé. Et c'est pour ça que ce sont deux choses qui sont absolument indissociables. L'éducation, comme le disait tout à l'heure une des étudiantes qui parlait d'éducation, l'environnement, évidemment, l'environnement, etc., etc., tel que défini selon la FAO en 2015. Alors, c'est une agriculture donc qui prend en compte l'environnement. Et si vous regardez ici, on va en venir tout à l'heure, ça c'est de l'arrosage goutte à goutte. C'est un système goutte à goutte qui est mis en place. Alors, c'est une approche multisectorielle. La finalité touche plusieurs ODD, dont la viabilité et la rentabilité des productions agricoles, lutte contre la pauvreté donc, la santé des populations, donc meilleur état nutritionnel et moindre morbidité, et le développement économique, c'est-à-dire pouvoir d'achat, surtout des femmes et des jeunes, et enfin la sauvegarde de l'environnement. Eh bien, dans une démarche de ce type, nous l'avons mis en place à Kaffrine, avec la collaboration de plusieurs partenaires. La photo n'est pas très visible, mais c'est l'ANIDA, avec des partenaires comme l'ICAD, l'ISRA, l'IFAN, ANIDA, la CLM, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et des collaborateurs belges de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Liège. Le but d'avoir mis en place ce projet, avant que je parte à la retraite, c'est de renforcer les capacités de l'UCAD, à savoir renforcer les capacités des étudiants inscrits en doctorat, en agroécologie. Pour résoudre un problème, il faut pouvoir poser le problème et avoir les ressources humaines indispensables. En agroécologie, nutrition, en communication, éducation nutritionnelle et en mesure d'impact. Mesure d'impact en nutrition santé. Tout ce que vous pouvez dire sur les ODD, si l'impact n'est pas mesuré, on n'arrivera à rien du tout parce qu'on n'aura aucun résultat à présenter. Il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas de résultats, il n'y aura pas de statistiques. Alors, cette agriculture, nous l'avons mis. Et pour la première fois au Sénégal, de la patate douce à chair orangée a été cultivée à Kaffrine, à Sagna. On a mis également en co-culture du moringa. Nous savons le problème de la patate douce à chair orangée pour résoudre les problèmes de carence en vitamine A. Le moringa qui va apporter aussi un peu de protéines et d'autres choses aux gens. On a mis en place une production d'œufs. On a mis en place une horticulture qui va être utilisée par les femmes pour la cuisine, mais également qui peut être vendue, donc avoir des rentrées d'argent. Et on en place une stratégie de communication qui, cette fois-ci, ne vise pas seulement les femmes, mais aussi vise les personnes décideurs dans la famille, c'est-à-dire les pères, les grands-mères, etc., etc., et en collaboration avec la santé. Et tout ceci pour avoir un impact sur la mère, la santé et la nutrition de la mère et de l'enfant. Alors, voilà donc les productions de la ferme de Sagna qui fonctionnent toujours. Le projet est en cours. Ça va durer jusqu'en 2020 et on va mesurer l'impact. C'est pour ça que je finirai par vous parler des opportunités et des défis. Et cette opportunité et défi concerne tout. Je veux dire que chaque angle de ODD doit être analysé sous forme d'opportunités et de défis. Les opportunités qu'on a pour faire de l'agriculture sensible au Sénégal, c'est que nous avons des approches de la mise en œuvre des ODD qui sont en cohérence avec la politique nationale du Sénégal, le PSE, qui est l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, qui fait des fermes modernes, donc arrosage goutte à goutte, solaire, etc., etc. La CLM,
la cellule de lutte contre la malnutrition qui est la stratégie du gouvernement du Sénégal pour lutter contre la malnutrition. Et nous avons les universités. Les universités classiques, UCAD, UGB, UADB, etc. Bientôt, une université agricole, USSEN, et des instituts de recherche qui, de plus en plus, développent des formations et des programmes liés à la nutrition, à la santé et à l'agriculture. Alors, nous avons des opportunités. Il faut que dans chaque ODD, on analyse les opportunités et après, on regarde les défis. Et pour ça, les défis sont nombreux et se retrouvent quasiment presque identiques sur le plan national. Ils sont nombreux, mais je pense qu'ils peuvent être circonscrits par une volonté collective et individuelle. La volonté collective, c'est communautaire, gouvernementale, etc. Et ces défis sont l'aspect multisectoriel de l'agriculture sensible à la nutrition, qui nécessite plusieurs partenaires et une coordination sans faille, un fort leadership, avec un plan de suivi et d'évaluation. Tant qu'on n'aura pas de plan de suivi et d'évaluation, on peut toujours parler, oui, la volonté de ceci, la volonté... Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, la définition et l'harmonisation des outils de collecte. Ceci est extrêmement important. On parlait tout à l'heure, j'entendais parler tout à l'heure, je fais une petite divagation d'obésité. Eh bien, récemment, des chercheurs de l'UCAD ont montré que l'IMC qui était utilisé pour définir l'obésité est un peu trop conservatrice. Il y a une lettre au Lancet qu'on a envoyée parce que cette IMC distingue bien les gens qui sont obèses, mais parmi nos populations sahéliennes de masse, elle ne distingue pas ceux qui sont gros là-dedans. Ce qui veut dire que nous avons des prévalences qui sont sous-estimées. Et ça, c'est la recherche qui donne ça. Il faut que nous donc, on ne peut pas dire seulement, on utilise les outils des gens, on utilise. Non, et j'espère beaucoup que cet article va paraître dans le bulletin Who, mais il y a déjà un mot qu'on a lancé sur le... Donc, il y a besoin d'avoir des outils de collecte cohérents et qui répondent à la question que l'on se pose. Il y a le respect de l'engagement des partenaires. C'est un problème dans les pays africains. Les partenaires, de tous les partenaires, là par exemple, le respect de l'engagement de tous ces partenaires est important. Si nous voulons faire quelque chose qui est cohérent et collectif, il faut que tout le monde s'engage. Comme disait tout à l'heure, même les étudiants doivent s'engager. Parce que si ce n'est pas un engagement individuel, ça ne marchera pas. La disponibilité, bien sûr, des ressources humaines et financières, les universités doivent en profiter pour justement consolider leur développement avec tous ces objectifs du MD. Et je finirai par la mesure de l'impact. La mesure de l'impact sur quoi? Sur ce que je vise, sur l'état nutritionnel et la santé. Si cette mesure d'impact n'est pas faite, comment voulez-vous que j'ai des résultats pour donner des recommandations? Alors, en ce moment-là, je peux revenir à la question que je posais. L'agriculture sensible à la nutrition peut-elle participer à la résolution des problèmes de santé? Je vous remercie de votre aimable attention.